Sous Baalbek, le vrai vertige n'est pas ce qu'on voit. C'est ce qu'on a construit pour que vous ne voyiez pas le reste. Regardez cette ville comme si vous la découvriez de nuit. Pas comme un touriste. Comme quelqu'un qui arrive trop tard, quand les explications officielles sont déjà en place, quand les guides ont fini leur récit, quand les pierres, elles, n'ont toujours rien dit. Au Liban, dans la plaine de la Bekaa, à plus de 1000 mètres d'altitude, Baalbek se dresse comme une réponse donnée avant même qu'on ait formulé la question. L'UNESCO l'a décrit comme l'un des sanctuaires les plus célèbres du monde romain, bâti au sommet de constructions colossales, sur un site où subsistent aussi des vestiges plus anciens encore. Le complexe romain lui-même a été élevé sur des ruines antérieures, transformées en terrasses surélevées. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que, quand un empire construit sur des ruines plus anciennes, puis qu'un autre transforme le lieu en église, puis en forteresse médiévale, ce que vous avez sous les pieds n'est plus un simple monument. C'est une superposition de volonté, une pile de monde, une mémoire comprimée. Les chercheurs du Deutsches Archäologisches Institut rappellent même que l'histoire de Baalbek remonte bien avant Rome, jusqu'au 8e millénaire avant notre ère pour l'occupation du site, et que la ville entière, pas seulement le sanctuaire, a connu des phases continues de transformation pendant des millénaires. Alors la vraie question n'est pas seulement « Qui a bâti Baalbek ?» La vraie question, beaucoup plus dérangeante, c'est « Qu'a-t-on enseveli sous Baalbek pour que chaque civilisation suivante ait jugé nécessaire de bâtir par-dessus ?» Parce que Baalbek n'est pas une ruine normale. Une ruine normale a des proportions humaines, des erreurs humaines, une fatigue humaine. Baalbek, non. Baalbek donne l'impression d'avoir été conçu pour écraser le regard. Le sanctuaire de Jupiter, l'un des plus grands du monde romain, a été installé sur d'immenses podiums. Le site conserve encore 6 colonnes géantes du temple, presque 20 mètres de haut, et surtout cette terrasse fameuse, faite de blocs qui dépassent tout ce qu'on s'attend à voir dans une architecture religieuse ordinaire. L'UNESCO parle de 24 monolithes pour la terrasse surélevée, dont les plus grands pèsent plus de 800 tonnes. 800 tonnes. Rien que ce chiffre devrait vous arrêter. Pas parce qu'il est impossible. Les archéologues sérieux ne disent pas que c'est impossible. Ils disent quelque chose de bien plus troublant. C'est réalisable, mais extraordinairement singulier. Giulio Magli, qui a travaillé sur la chronologie du temple de Jupiter à Baalbek, résume le problème d'une manière presque sèche, presque pudique. Le monument est mondialement célèbre pour son échelle et son architecture mégalithique, mais un nombre impressionnant de questions restent non résolues, notamment la datation précise, les phases de construction et même la nature exacte du culte pratiqué sur place. Il parle aussi d'une absence de sources contemporaines et d'une unicité désolante de la technique de construction. Traduction en langage simple, on a devant nous quelque chose d'immense, d'admirablement pensé, d'archéologiquement réel, mais dont le mode d'apparition dans l'histoire reste partiellement opaque. Et c'est précisément dans ces opacités que naissent les légendes. Vous les connaissez déjà, même sans le savoir. Les géants, les djinns, Caïn venu après le déluge, Nimrod, les survivants d'un monde antérieur, une race capable de manier la pierre comme nous manipulons le carton. Tout cela circule autour de Baalbek depuis des siècles parce que le site agit sur l'esprit comme une provocation. Il vous regarde et il vous dit « Essaie donc de me réduire à un simple résumé. » Mais attention, il y a une erreur que beaucoup commettent à ce moment-là. Ils croient que le mystère de Baalbek commence avec les blocs visibles. En réalité, il commence en dessous. Sous le temple de Jupiter, il n'y a pas seulement des fondations. Il y a une logique d'empilement. Les études modernes distinguent plusieurs ensembles, notamment ce que les chercheurs appellent podium 1 et podium 2. Le temple visible à l'époque romaine impériale
repose sur un énorme socle, tandis qu'à quelques mètres courts, un autre mur massif en forme de U, parallèle au premier, composé de pierres de plus en plus grandes à mesure qu'on monte, jusqu'au fameux Triliton. Magli souligne que cette relation entre les deux podiums, leur parallélisme strict et l'absence d'explication simple pour leur articulation, rendent la chronologie du monument particulièrement difficile à trancher. Autrement dit, même quand on croit avoir identifié la structure, le site continue de résister. Ce n'est pas juste un temple, c'est un problème. Et ce problème s'aggrave quand on descend encore, mentalement, d'un niveau. Car l'UNESCO l'indique noir sur blanc. La construction romaine a été bâtie sur des ruines plus anciennes. Ce n'est pas une rumeur ésotérique, c'est un fait de description patrimoniale. Le sanctuaire impérial n'est donc pas le commencement de l'histoire visible, seulement une couche monumentale ajoutée sur quelque chose qui existait déjà. Et ce déjà est précisément l'endroit où les discours deviennent nerveux. Qu'y avait-il là, avant la terrasse romaine? Une plateforme sacrée phénicienne? Très probablement au moins en partie, puisque Baalbek, connu comme Héliopolis à l'époque hellénistique, a conservé une fonction religieuse continue et mêlait des traditions locales à l'architecture gréco-romaine. L'UNESCO insiste justement sur cet amalgame entre vestiges gréco-romains et traditions phéniciennes plus anciennes. Mais là encore, ce n'est peut-être que la couche supérieure de ce que l'on peut admettre. Parce qu'un lieu de culte n'apparaît presque jamais par hasard. Il s'installe là où quelque chose a déjà été perçu. Une source, une faille, un sommet, un axe céleste, un ancien sanctuaire, une tombe, une caverne, un récit fondateur. Les hommes peuvent changer de Dieu, ils changent rarement de montagne intérieure. Ils rebaptisent, ils recouvrent, ils consacrent à nouveau. Ils disent, ceci appartient désormais à Jupiter, à Vénus, à Mercure. Puis d'autres arrivent et disent, non, cela sera une église. Puis d'autres encore, non, cela sera une citadelle. Mais sous les noms, le point reste le même. Et Baalbek est justement ce genre de point. C'est aussi pour cela que le site donne tant de prise à l'idée d'un secret caché. Non pas un secret de roman facile, avec un coffre, une chambre d'or et un mécanisme absurde. Un secret plus solide, plus banal, donc plus crédible. Un secret de continuité. La possibilité que ceux qui ont bâti les derniers niveaux aient su qu'ils recouvraient quelque chose de plus ancien, de plus sacré, de plus embarrassant aussi. Embarrassant pour qui? Pour tous ceux qui aiment les commencements propres. L'histoire officielle adore les débuts nets. Ici commencent les Romains. Ici commence le culte. Ici commence la ville. Ici commence l'architecture monumentale. Le problème, c'est que Baalbek refuse la netteté. Le DAI rappelle que la ville entière a été façonnée pendant des siècles par les grands temples romains, mais aussi que les fouilles du XXe siècle ont montré que la zone archéologique de Baalbek est bien plus vaste que le simple quartier des temples. Dans les secteurs périphériques, on a mis au jour des quartiers médiévaux, des bains, des bâtiments civils, des vestiges hors des zones monumentales. Ce que l'on voit en photo n'est donc pas l'ensemble du puzzle. C'est seulement la partie la plus photogénique. Et vous sentez déjà le glissement, n'est-ce pas? Quand un site est plus vaste que son image, plus ancien que sa datation populaire, plus stratifié que son récit touristique, il devient le terrain idéal pour toutes les projections. Certains y voient la preuve d'une civilisation perdue, d'autres, un chef-d'œuvre purement romain. D'autres encore, un sanctuaire hérité, puis amplifié à l'extrême. Ce qui est fascinant, c'est que même les travaux académiques les plus prudents admettent que tout n'est pas clos. Magli, par exemple, rejette explicitement les théories de civilisation perdue, mais il rappelle aussi que l'état du dossier n'autorise pas les simplifications arrogantes.
La chronologie des 2 podiums reste discutée, et certaines analyses architecturales ont même proposé un projet initial remontant à l'époque d'Hérode le Grand pour une partie du sanctuaire. Et là, soudain, la question change de forme. On ne demande plus seulement « qui a déplacé les pierres ?» On demande « qui a hérité de quoi ?» Parce qu'il y a une différence énorme entre inventer une structure et reprendre une structure sacrée déjà là, entre fonder et annexer, entre bâtir et envelopper. Peut-être que le génie de Baalbek n'est pas seulement technique, peut-être qu'il est politique, religieux, symbolique. Peut-être que la grandeur romaine, ici, n'a pas créé le centre du lieu. Peut-être qu'elle l'a capturé. Et si c'est le cas, alors ce qui se trouve sous Baalbek n'est pas seulement une suite de pierres plus anciennes, c'est un pouvoir plus ancien. Vous voyez pourquoi le site dérange ? Parce qu'une civilisation aime croire qu'elle commence le monde quand elle arrive quelque part. Or Baalbek murmure exactement l'inverse. Il dit « Tu n'es pas le premier, tu n'es même pas le plus profond. Prenez le Triliton, 3 blocs gigantesques posés dans le podium occidental que tout le monde photographie comme s'ils étaient le cœur du mystère. Mais à quelques centaines de mètres au sud-ouest, dans la carrière antique, d'autres géants attendent encore. Les recherches menées à Baalbek ont mis en lumière des blocs encore plus massifs dans la carrière, dont un bloc découvert lors de campagnes récentes que les chercheurs du DAI qualifient de plus grand bloc jamais taillé dans l'Antiquité. Le site de la carrière a été étudié précisément pour comprendre les techniques d'extraction et de transport. Et là, le cerveau se cabre, parce qu'un bloc resté dans la carrière est parfois plus révélateur qu'un bloc mis en place. Le bloc posé nous montre une réussite. Le bloc abandonné nous montre une limite, une fissure, un changement de plan, un arrêt, un moment où quelqu'un, enfin, a dit « celui-là, non ». Pourquoi ? Défaut dans la pierre ? C'est possible. Mauvais calcul ? Peut-être. Changement de phase dans le chantier ? Aussi. Mais voyez ce que cela implique. Même les bâtisseurs de Baalbek ont rencontré un seuil. Eux aussi avaient une frontière entre l'ambition et le possible. Alors imaginez un instant ce qui s'est passé sur ce plateau pendant des siècles. Des ingénieurs, des tailleurs, des prêtres, des administrateurs, des armées, des pèlerins, des processions montant vers des sanctuaires qui eux-mêmes s'élèvent au-dessus d'autres sanctuaires. Des générations entières travaillant sur un lieu dont elles ne possédaient peut-être déjà plus le premier secret. C'est cette idée, à mon avis, qui rend Baalbek presque insupportable pour l'imagination moderne. La possibilité que les derniers constructeurs monumentaux n'aient pas été les premiers initiés, qu'ils aient hérité d'un noyau plus ancien, qu'ils aient vu, sous les dalles, des choses que nous ne voyons plus, et qu'ils aient choisi de les recouvrir. Vous me direz, d'accord, mais qu'est-ce qu'on trouve réellement sous Baalbek ? Pas dans les fantasmes, pas dans les vidéos à musique dramatique, pas dans les délires d'Internet. La réponse honnête, pour l'instant, tient en plusieurs couches. D'abord, on trouve des structures antérieures au grand État romain, puisque le complexe a été bâti sur des ruines plus anciennes et qu'une tradition sacrée pré-romaine y est reconnue. Ensuite, on trouve d'immenses substructions, des podiums, des murs de soutènement, des masses de pierre dont la fonction est autant technique que symbolique. Ensuite encore, on trouve la ville enfouie autour du sanctuaire, plus vaste qu'on ne l'imagine, avec ses quartiers médiévaux, ses bains, ses bâtiments et ses circulations. Enfin, on trouve quelque chose de moins tangible mais plus décisif, des zones d'incertitude. Des points où l'archéologie sait qu'il y a eu plusieurs vies du site, sans pouvoir encore raconter toute la chaîne avec une précision absolue. Et c'est exactement dans ces zones que naît le soupçon.
pas forcément le soupçon d'un complot mondial grotesque, quelque chose de plus réaliste, plus froid, plus ancien. Le soupçon qu'à certaines époques, il valait mieux contrôler le récit d'un lieu que l'ouvrir entièrement. Parce qu'un lieu comme Baalbek, s'il livre un jour toutes ses strates, ne racontera pas seulement l'histoire de Rome ou du Liban. Il parlera de la manière dont les civilisations absorbent les sanctuaires antérieurs, recyclent les dieux, maquillent les héritages, puis présentent l'ensemble comme un commencement neuf. Et ça, c'est explosif. Car cela ne détruit pas seulement une chronologie, cela détruit l'orgueil. Alors non, ce que l'on trouve sous Baalbek n'est peut-être pas une machine impossible, ni une salle pleine de cadavres de géants, ni un portail de science-fiction pour chaînes sensationnalistes. Ce qu'on y trouve est peut-être plus grave encore, la preuve que certaines civilisations ont bâti leur grandeur visible sur un passé qu'elles n'ont jamais totalement expliqué. Et là, on touche enfin au cœur du malaise. Si Baalbek a été élevé sur des ruines plus anciennes, si ces ruines elles-mêmes recouvraient une mémoire sacrée plus archaïque, si les bâtisseurs romains ont monumentalement enfermé ce noyau au lieu de simplement le montrer, alors le monument n'est plus seulement un temple, il devient un couvercle. Et dans ce cas, la question n'est plus « Qu'y a-t-il sous Baalbek ?» La question devient beaucoup plus dangereuse. Qui a décidé que cela devait rester dessous? Ce n'est presque jamais un seul homme. Ce n'est presque jamais une seule époque. Un secret ancien ne survit pas parce qu'un gardien le protège avec une clé. Il survit parce que plusieurs civilisations successives y trouvent un intérêt différent. L'une le vénère, l'autre l'utilise, la suivante le rebaptise, et la dernière jure qu'il n'y a rien à voir. À Baalbek, tout porte à croire que le dessous n'a jamais été un simple vide technique. Bien sûr, un sanctuaire gigantesque a besoin de substruction, de remplissage, de murs de retenue, de galeries de service, d'espaces permettant de stabiliser, drainer, compenser la pente, distribuer les charges. Cela, c'est l'explication raisonnable. Et elle est en partie vraie. Mais la question qui dérange commence précisément là où l'explication raisonnable devient trop propre. Car un dessous purement technique ne finit pas par hanter autant les mémoires. Pourquoi? Parce qu'un sous-sol utilitaire se laisse oublier. Or Baalbek, lui, n'a jamais cessé d'attirer les récits sur ce qui se trouve sous ces plateformes. Cela veut dire qu'à un moment ou à un autre, des hommes ont vu, parcouru, muré, rouvert, puis à nouveau condamné certains espaces. Le lieu a vécu assez longtemps pour que ses entrailles changent de fonction sans jamais perdre leur aura. Imaginez la scène. Vous êtes dans l'Antiquité tardive. Le grand sanctuaire n'est plus tout à fait ce qu'il était. Les rites changent. Les pouvoirs changent. Les statues tombent ou sont déplacées. Les prêtres d'hier deviennent les ombres d'un monde déjà vaincu. Et pourtant, sous les dalles, les couloirs restent là. Les chambres de fondation restent là. Les passages techniques, les vides, les paliers, les blocs immenses assemblés sans mortier apparent, tout cela continue d'exister sous les nouveaux récits. Un homme descend avec une lampe. Il voit des parements qu'il ne comprend qu'à moitié. Il pose la main sur une pierre plus ancienne que sa foi. Qu'est-ce qu'il raconte en remontant? Il ne raconte pas un rapport d'ingénieur. Il raconte une présence. C'est ainsi que naissent les traditions têtues. Pas toujours d'un mensonge. Souvent d'un contact réel avec quelque chose de matériel, mais devenu impossible à expliquer avec le langage du moment. Une galerie devient un passage des anciens. Une salle souterraine devient une chambre des géants. Un espace de drainage devient une bouche du monde inférieur. Une fondation cyclopéenne devient l'œuvre d'êtres qui n'étaient pas des hommes ordinaires. Les pierres ne changent pas. Le vocabulaire,
Si. Et Baalbek est l'endroit idéal pour ce glissement, parce que le site force l'esprit à choisir entre deux inconforts. Premier inconfort, admettre qu'une technique antique peut atteindre un niveau d'ambition qui dépasse notre imagination spontanée. Deuxième inconfort, admettre que nous ne comprenons pas encore toute la chaîne de décisions, de phases, de remaniements et de reprises qui ont produit ce que nous voyons. Beaucoup de gens refusent le premier inconfort et tombent dans le fantasme. D'autres refusent le second et tombent dans le dogme. La vérité, elle, est beaucoup moins confortable. Baalbek est réel, humain, antique et encore partiellement opaque. Ce qui se cache dessous appartient à cette opacité. Il faut ici faire un tri, un vrai tri, parce que le mystère devient vite un cirque si personne ne tient la lampe correctement. Il y a d'abord ce qui est presque certain. Sous une terrasse aussi immense, il existe des structures enterrées et des niveaux plus anciens. Le site a été occupé, reconstruit, réaménagé pendant des siècles. Une architecture de cette ampleur n'apparaît pas comme un décor posé sur l'herbe un matin de printemps. Elle s'enracine dans des couches antérieures. Ensuite, il y a ce qui est hautement probable. Certains espaces enfouis ont été transformés, réutilisés, bouchés ou absorbés à mesure que les fonctions religieuses et militaires évoluaient. Enfin, il y a ce qui reste ouvert. L'étendue exacte de certains ensembles cachés, la chronologie précise de certaines fondations, et surtout, le sens initial de quelques choix monumentaux qui semblent presque excessifs, même pour un grand sanctuaire romain. Et c'est là qu'arrive la question la plus gênante de toutes. Pourquoi une telle obsession de la masse? Réfléchissez-y une seconde. On peut construire monumental sans construire de cette façon. On peut impressionner sans entasser des blocs de dimensions presque absurdes. On peut dominer une vallée sans se donner la peine d'organiser un soubassement dont la seule existence suffirait à faire la réputation du site. Alors pourquoi ici? Pourquoi cette insistance? Pourquoi cette volonté de fabriquer non seulement un temple, mais une base qui ressemble déjà à une déclaration de puissance? L'explication officielle la plus prudente dira « Pour créer une terrasse gigantesque, stable, visible de loin, adaptée à un programme cultuel et cérémoniel extraordinaire. » Très bien. Mais cette réponse n'éteint pas la question, elle la reformule. Pourquoi le programme cultuel exigeait-il une telle scène? Pourquoi fallait-il hisser le sacré à cette hauteur de pierre, comme si le lieu devait être séparé du monde ordinaire par une masse plus que par une simple élévation? Parce que parfois, on n'élève pas un sanctuaire seulement pour rapprocher les hommes des dieux. Parfois, on l'élève aussi pour éloigner les hommes de ce qu'ils recouvrent. Voilà le soupçon. Et ce soupçon ne vient pas de nulle part. Il vient du comportement des sites sacrés sur la longue durée. Quand un lieu très ancien est conservé tout en étant transformé, le nouveau pouvoir agit souvent de deux façons à la fois. Il s'approprie l'énergie symbolique du lieu, mais il neutralise en même temps son récit d'origine. Il ne détruit pas forcément la totalité de ce qu'il trouve. Ce serait trop risqué, parfois même sacrilège aux yeux de la population. Il préfère envelopper, réorienter, surélever, reconsacrer. En somme, il garde la puissance, mais change la langue. C'est beaucoup plus efficace. Baalbek ressemble exactement à ce genre d'opération. Regardez son histoire comme une succession de recouvrements intelligents. Un noyau sacré local, très ancien, vraisemblablement déjà important avant les grands aménagements impériaux. Puis, une monumentalisation à l'échelle du pouvoir romain, assez colossale pour faire croire que tout commence avec elle. Puis, des adaptations tardives. Puis, la récupération chrétienne de certains espaces. Puis,
la militarisation médiévale. Puis, des siècles plus tard, la mise en récit moderne, patrimonial, archéologique, touristique. À chaque époque, le lieu reste central, mais sa signification est traduite. Ce qui est dessous, lui, n'a pas besoin de bouger. Il lui suffit de survivre. Et parfois survivre veut dire disparaître à la vue. Il y a quelque chose de presque ironique dans le cas de Baalbek. Plus le site est célèbre, moins on regarde son invisibilité. Tout le monde connaît les colonnes. Tout le monde connaît le trilithon. Tout le monde connaît la carrière et ses monolithes démesurés. Mais dès qu'on parle des couches ensevelies, des espaces internes, des relations entre les différentes masses du podium, l'attention se brouille. Comme si l'imagination préférait les géants visibles aux questions souterraines. C'est humain. Ce qui est dessous exige un effort plus lent. Il faut accepter le fragment, l'incertitude, le plan incomplet, la stratigraphie, la nuance. C'est moins spectaculaire qu'un bloc de 1000 tonnes. Et pourtant, c'est là que le vrai mystère commence. Prenons un exemple simple. Un mur monumental n'est jamais seulement un mur. À ce niveau de taille, il devient un indice. Il indique une direction du chantier, une séquence de montage, un niveau antérieur, une logique de soutènement, parfois même un changement de projet en cours d'exécution. Dans un site ordinaire, on peut suivre cela assez clairement. À Baalbek, certains éléments donnent au contraire l'impression d'un dialogue entre deux logiques de construction. Comme si l'on avait là une conversation de pierre entre plusieurs époques, mais une conversation dont il manque des phrases cruciales. Et quand les phrases manquent, les mythes se glissent entre les lignes, comme de l'eau sous une porte. C'est pour cela que les récits de souterrains interdits reviennent sans cesse autour de Baalbek. Pas parce que tout est vrai, loin de là. Beaucoup d'histoires sont gonflées, embellies, recyclées. Mais elles révèlent un instinct juste. Un tel lieu a nécessairement un envers. Un envers physique, architectural, mais aussi un envers historique. On sent que le visible a été conçu pour tenir quelque chose. Et plus la structure paraît stable, plus on soupçonne qu'elle tient, plus qu'elle ne montre. Ajoutez à cela les destructions, les séismes, les réemplois de pierres, les fouilles incomplètes, les secteurs inaccessibles, les restaurations anciennes, les transformations défensives, et vous obtenez le terrain parfait pour un passé troué. Le troué, c'est le meilleur ami du mystère. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas la preuve absolue. C'est ce qui manque entre les deux. Or, un site qui a traversé l'époque romaine, l'Antiquité tardive, le Moyen Âge, les périodes de guerre, les réaffectations religieuses, les tremblements de terre et les campagnes archéologiques modernes, ne peut pas offrir une continuité parfaite. Il y aura toujours des zones muettes, et certains se servent de ces zones pour inventer n'importe quoi. Mais les rejeter en bloc serait presque aussi naïf, car dans chaque grand site antique, il existe des réalités souterraines qui ne sont jamais entièrement accessibles au premier regard. Caves, fondations, cryptes, chambres comblées, réseaux d'eau, passages de service, dispositifs de drainage, maçonnerie absorbée par des phases ultérieures. La différence, à Baalbek, c'est l'échelle. À Baalbek, tout cela peut prendre une dimension presque mythique sans cesser d'être matériel. Et c'est peut-être là que beaucoup se trompent de monstre. Le monstre, à Baalbek, n'est pas forcément une créature fabuleuse enfouie sous le temple. Le vrai monstre, c'est l'échelle elle-même. L'échelle comme instrument de pouvoir. L'échelle comme anesthésie de la question. L'échelle comme rideau. Quand une construction est assez gigantesque, elle finit par créer sa propre illusion d'évidence. On la regarde et on se dit « Cela a dû être conçu ainsi dès le départ », alors qu'en réalité, ce que nous appelons
Le site peut être le résultat d'addition, de reprise, de correction, de surenchère. L'immensité nous pousse à simplifier. Elle nous hypnotise. Et cette hypnose protège très bien ce qui se cache en dessous. Vous savez ce qu'il y a de plus troublant dans tout cela? Ce ne sont même pas les blocs. Ce n'est même pas la terrasse. C'est le choix du lieu. Baalbek n'a pas été posé au hasard dans la Bekaa comme un décor prestigieux. Un centre sacré aussi durable s'implante parce qu'il existe déjà une force du site, perçue ou fabriquée, peu importe. Une ville peut se déplacer. Un sanctuaire majeur, surtout quand il traverse tant de siècles, obéit souvent à une fidélité plus profonde. Quelque chose attire, quelque chose fixe, quelque chose commande la répétition du geste sacré. Les anciens le diraient en termes divins. Les modernes parleraient de géographie, de politique, de paysage, de ressources, de carrefour commercial, d'identité locale. Les deux langages peuvent être vrais à la fois. Mais dans les deux cas, le dessous compte. Un sanctuaire aussi tenace a des racines, au sens littéral. Et si ces racines racontaient une histoire moins flatteuse pour les empires qui s'y sont succédés? Supposons un instant, seulement un instant, qu'avant la gigantesque scénographie romaine, il y ait eu là un espace rituel plus rude, plus ancien, peut-être moins élégant, mais déjà central pour les populations locales. Supposons encore que certaines structures de base, certains alignements, certaines assises, certains choix d'orientation aient été hérités plutôt qu'inventés. Alors l'Empire n'aurait pas seulement bâti à Baalbek, il aurait capté un prestige antérieur. Il aurait installé son langage de pierre sur un foyer plus vieux que lui. Et dans cette hypothèse, ce qui se trouve sous Baalbek n'est pas juste plus ancien, c'est plus originel. Ce qui veut dire, symboliquement, plus dangereux. Car on pardonne à un empire d'être grand. On lui pardonne moins d'avoir recouvert ce qui lui donnait sa grandeur. Voilà pourquoi le mot « caché » revient toujours. Pas forcément parce qu'une conspiration moderne empêche les fouilles, même si la politique, les conflits et la conservation compliquent évidemment tout travail archéologique durable sur un site aussi sensible. Non. Caché a peut-être ici un sens bien plus profond. Caché par accumulation, caché par respect et par peur, caché par stratégie, caché parce qu'une civilisation préfère montrer sa façade que son héritage emprunté, caché, enfin, par la nature même du temps, qui n'enterre pas seulement les objets, mais les contextes. C'est le contexte qui manque le plus à Baalbek. Nous avons les masses, nous avons des traces, nous avons des phases, nous avons des hypothèses solides. Mais entre la première sacralisation du lieu et sa monumentalisation ultime, il subsiste une zone semi-obscure qui nourrit tout le reste. Et tant que cette zone ne sera pas éclairée avec une précision absolue, le site continuera de produire des récits parallèles. Certains seront absurdes, d'autres poétiques, d'autres encore étonnamment proches d'une vérité que nous ne savons pas formuler. Parce qu'au fond, que veut dire trouver ce qu'il y a sous Baalbek? Ce n'est pas seulement dégager des murs, ce n'est pas seulement cartographier des vides, c'est retrouver l'intention. Et l'intention est toujours ce qu'il y a de plus difficile à exhumer. Une pierre se mesure, une galerie se photographie, un drainage se suit. Mais la raison pour laquelle une civilisation choisit de magnifier un lieu ancien au point de le rendre presque inhumain, voilà ce qui échappe le plus longtemps. Peut-être qu'au-dessous de Baalbek, il n'y a pas un trésor au sens naïf. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus rare, la charnière entre plusieurs mondes. Le point exact où un culte local devient une ambition impériale. Le point où la mémoire d'un lieu cesse d'être racontée par ceux qui l'ont fondé et commence à être administrée par ceux qui l'ont conquis. Le point où l'on ne détruit pas l'ancien, parce qu'on a besoin de sa puissance,
mais où l'on le place suffisamment bas pour que plus personne ne puisse parler en son nom. Et si c'est cela, alors Baalbek n'est plus simplement un miracle archéologique. C'est un acte de mise sous silence monumental, ce qui expliquerait beaucoup de choses. L'obsession du gigantisme, l'épaisseur des substructions, la fascination continue pour les dessous, le malaise persistant devant une chronologie pas totalement limpide. Et surtout cette sensation, presque physique, qu'en observant les pierres de Baalbek, on ne regarde pas seulement ce qu'une civilisation a voulu montrer. On regarde aussi l'effort colossal qu'elle a consenti pour maintenir autre chose hors champ. La prochaine question devient alors encore plus risquée. Admettons qu'il existe sous Baalbek non pas un seul niveau, mais une mémoire stratifiée, un passé absorbé puis verrouillé dans la pierre. Admettons que ce passé ait laissé non seulement des structures, mais des indices de fonction, d'orientation, peut-être même de rite. Alors, il faut se demander ceci. Si l'on ouvrait aujourd'hui toutes les couches, si l'on pouvait lire d'un seul regard le dessous entier, découvrirait-on seulement un sanctuaire plus ancien, ou la preuve que les bâtisseurs postérieurs savaient très exactement ce qu'ils recouvraient? Et là, tout change. Parce qu'entre recouvrir par commodité et recouvrir en connaissance de cause, il y a un abîme. Le premier geste appartient à l'architecture. Le second appartient au pouvoir. Le second appartient au pouvoir. Et le pouvoir, dans l'Antiquité, ne se contente presque jamais d'abattre. Il préfère redéfinir. Il prend un lieu déjà chargé, il lui vole sa gravité, puis il réécrit la raison pour laquelle ce lieu compte. Baalbek ressemble à cela jusque dans sa matière la plus lourde. Le site n'est pas né d'un seul geste impérial tombé du ciel. Les recherches du Deutsches Archäologisches Institut rappellent que la ville remonte au 8e millénaire avant notre ère et que l'on y étudie pas seulement le sanctuaire romain, mais l'évolution de toute la ville, de ses débuts jusqu'à l'époque ottomane. Le sanctuaire de Jupiter, lui, a été installé sur d'énormes substructures destinées à élever tout le complexe au-dessus de la plaine. Rien que cela devrait suffire à vous mettre mal à l'aise. Parce qu'une terrasse monumentale peut servir à magnifier un dieu. Très bien. Mais quand la ville entière est modelée pendant des siècles par des temples juchés sur des podiums gigantesques, on ne parle plus seulement de religion. On parle d'une mise en scène du monde. L'UNESCO souligne d'ailleurs que Baalbek est devenu l'un des sanctuaires les plus célèbres de l'Antiquité, progressivement recouvert de constructions colossales élevées pendant plus de 2 siècles, et que l'ensemble reflète un mélange extraordinairement dense entre architecture romaine et tradition locale de planification et de culte. Autrement dit, même la version la plus prudente du dossier dit déjà quelque chose de vertigineux. Rome n'a pas créé Baalbek depuis un terrain vide. Rome a amplifié un point sacré qui lui préexistait sous une forme ou sous une autre. Et chaque fois qu'un empire amplifie un lieu ancien au lieu d'en choisir un neuf, il avoue quelque chose sans le dire. Il avoue que la puissance du lieu était déjà là. Alors il faut regarder la pierre autrement. Non plus comme une démonstration de force brute, mais comme un camouflage de prestige. Non plus comme un commencement, mais comme une prise de possession verticale. Vous voyez ce que cela change? Si l'on construit très haut, très large, très lourd, on n'impressionne pas seulement les vivants. On écrase aussi la mémoire de ce qui se trouvait dessous. On fabrique un nouvel horizon pour que l'ancien centre devienne inaccessible, ou pire, indiscutable. C'est pour cela que la question des 2 podiums à Baalbek est si troublante. Giulio Magli insiste sur un point que beaucoup de vulgarisation avalent trop vite. La relation entre podium 1 et podium 2 n'est pas simplement limpide. Il souligne l'absence de connexion structurelle directe entre eux, malgré un parallélisme très strict.
et propose qu'ils aient pu faire partie d'un projet pensé ensemble dès l'époque d'Hérode le Grand. Il avance aussi une hypothèse fascinante. Le podium 2 aurait pu servir à créer une galerie en U autour du temple, peut-être liée au culte, peut-être même à des pratiques oraculaires. Relisez bien cette idée. Une galerie, pas seulement un mur, pas seulement un soutènement, une circulation périphérique, enveloppante, possiblement rituelle. Là, soudain, le sous-sol cesse d'être un simple ventre technique. Il redevient un espace d'action, un espace où l'on passe, où l'on entend, où l'on attend, où l'on consulte, peut-être. Et si une partie de la logique souterraine du sanctuaire touchait effectivement au rite, alors nous devons abandonner une habitude moderne très confortable, l'idée que tout ce qui est dessous appartient forcément à l'ingénierie, tandis que tout ce qui est sacré appartient à la surface. Les anciens n'avaient pas cette séparation. Pour eux, le dessous pouvait être plus sacré que le sommet. Le dessous, c'était la source, la faille, le souffle de la terre, la chambre close, la parole prononcée hors du soleil. Le dessus montrait, le dessous autorisait. Et dans un lieu comme Baalbek, il est presque impossible de ne pas sentir que la partie visible fonctionne comme une façade cosmique posée sur quelque chose de plus ancien, de plus sombre, de plus réservé. C'est ici que les légendes, pour une fois, deviennent intéressantes, non pas parce qu'elles seraient littéralement vraies, mais parce qu'elles suivent la bonne direction. Les récits de géants, de djinns, de sages antédiluviens, tout cela n'est peut-être qu'un vêtement tardif. Mais le corps du mythe est cohérent. Quelque chose d'anormalement ancien, d'anormalement puissant, aurait précédé la monumentalisation officielle. Les mythes exagèrent presque toujours, mais ils exagèrent rarement au hasard. Et puis, il y a la carrière. Cette carrière si proche qu'elle agit comme la coulisse visible du sanctuaire. Là-bas, on ne voit pas la gloire. On voit la décision. On voit le moment où la pierre n'est pas encore devenue discours. Les études relayées par le DAI et la documentation plus récente sur le site ont mis en lumière des monolithes restés sur place, dont un bloc gigantesque, estimé à environ 1650 tonnes, probablement trop massif pour être transporté ou abandonné à cause d'un défaut. Ce détail est capital. Il montre que même à Baalbek, même dans ce chantier presque déraisonnable, il existait une frontière entre l'ambition du projet et la résistance du réel. Voilà pourquoi le bloc abandonné me semble plus honnête que les pierres posées. Les pierres posées nous hypnotisent. Elles disent « Regarde ce qu'ils ont réussi ». Le bloc abandonné, lui, murmure « Regarde ce qu'ils ont tenté et ce qui a échappé à leur contrôle ». Il y a dans toute œuvre monumentale un cimetière de projets inachevés. Baalbek a la politesse brutale de le laisser à ciel ouvert. Maintenant, rapprochez ces deux éléments. D'un côté, l'hypothèse d'une galerie rituelle ou oraculaire enveloppant le temple. De l'autre, des masses de pierres si excessives qu'une partie du programme semble avoir buté sur ses propres limites. Et demandez-vous ceci. Quand un projet sacré aussi vaste change en cours d'exécution, qu'est-ce qu'on fait des espaces déjà conçus? On les remanie? On les comble? On les réaffecte? On les laisse derrière des remplissages? Ou, quelques siècles plus tard, plus personne ne saura exactement ce qu'il devait être? C'est souvent comme cela que le mystère naît. Pas d'une chambre secrète parfaitement conservée, d'un plan interrompu, d'une intention déplacée, d'un sous-sol qui garde la trace d'un usage envisagé, puis perdu. Et les siècles suivants ne simplifient rien. Ils épaississent encore la brume. Car Baalbek n'est pas resté une capsule romaine intacte. Le site a été absorbé par d'autres visions du monde. Le vieux récit du sanctuaire n'a pas disparu d'un coup. Il a été recouvert couche par couche. Un témoignage ancien publié par le Penn Museum
rappelle qu'à l'époque de Théodose, une église fut construite dans la grande cour du temple de Jupiter avec des pierres arrachées à ses propres structures, et que la destruction comme la réutilisation se sont poursuivies ensuite, jusqu'à la transformation de la grande plateforme en forteresse par les pouvoirs musulmans. L'UNESCO rappelle de son côté que le contexte essentiel du site inclut toute la ville à l'intérieur des murailles arabes. Vous comprenez ce que cela implique? Les nouveaux maîtres du lieu n'ont pas seulement occupé l'espace, ils ont travaillé avec sa matière. Ils ont démonté, remonté, réorienté, reconsacré. Ils ont fait exactement ce que font les civilisations quand elles héritent d'un centre qu'elles ne peuvent ni ignorer ni accepter tel quel. Elles le traduisent. La traduction est un art beaucoup plus redoutable que la destruction. Détruire, c'est avouer la peur. Traduire, c'est absorber la force de l'adversaire. Quand une basilique s'installe dans la grande cour, quand une forteresse s'appuie sur les masses du sanctuaire, le message n'est pas seulement militaire ou religieux, il est presque métaphysique. On dit au lieu, tu vas continuer d'être central, mais tu ne parleras plus avec ta propre voix. Et c'est précisément pour cela que le dessous devient crucial, parce que la surface peut être convertie. Le noyau, lui, résiste beaucoup plus longtemps. On change les escaliers, on abat les colonnes, on prend les blocs, on ouvre des portes, on ferme des portiques. Mais les choix de fondation, les anciens axes, les substructions, les volumes enterrés, les lignes de force du site, tout cela est beaucoup plus difficile à effacer complètement. Le pouvoir peut rebaptiser le sommet. Le dessous, souvent, conserve l'accent de la langue d'origine. À partir de là, je vais vous proposer une idée qui n'a rien de fantastique, mais qui peut expliquer pourquoi Baalbek produit autant de vertige. Et si ce qui est caché sous Baalbek n'était pas d'abord un objet, mais une continuité? Et si le véritable secret n'était pas un trésor, ni même une chambre interdite, mais la preuve matérielle que plusieurs époques ont dépendu du même noyau sacré tout en prétendant chacune recommencer l'histoire? Ce serait un secret redoutable parce qu'il ne flatterait personne. Pas les amateurs de science-fiction facile qui veulent une réponse spectaculaire et non humaine. Pas les rationalistes pressés qui veulent un dossier propre, linéaire, presque administratif. Pas les empires du passé qui préfèrent passer pour fondateurs plutôt que pour héritiers. Ce secret-là dirait autre chose. Il dirait qu'un sanctuaire peut traverser des millénaires sans que la raison profonde de son élection initiale soit jamais complètement perdue, ni jamais complètement avouée. Et plus j'y pense, plus la topographie elle-même semble parler dans ce sens. On n'élève pas partout des substructures gigantesques. On le fait là où l'on veut créer un plan neuf, oui, mais souvent aussi là où l'on veut stabiliser, contenir ou monumentaliser un point déjà marqué. Un sommet naturel trop irrégulier. Un ancien haut lieu. Un espace rituel dont il faut conserver le centre tout en le noyant dans une scénographie plus vaste. L'UNESCO insiste sur le fait que les temples de Baalbek mêlent les traditions locales de disposition du sanctuaire à l'architecture romaine impériale. Cette phrase, en apparence très sobre, est presque une confession. Elle veut dire que le plan n'est pas simplement importé. Il est négocié avec quelque chose qui existait avant. Négocié avec quoi, exactement? Avec un culte local? Très probablement. Avec une orientation symbolique plus ancienne? C'est possible. Avec une structure antérieure suffisamment importante pour qu'on choisisse de l'englober plutôt que de l'effacer totalement. C'est là que les choses deviennent brûlantes. Car à partir du moment où l'on admet cette possibilité, les souterrains, les galeries, les remplissages, les masses de soutènement cessent d'être neutres
ils peuvent devenir les instruments d'une annexion rituelle, non pas cachée au sens vulgaire, mais contenir, domestiquer, enfouir sans abolir. C'est d'ailleurs ainsi que fonctionnent beaucoup de mémoires sacrées. On ne détruit pas le cœur ancien parce qu'on craint encore sa charge. On le place plus bas, on le transforme en fondation. Et avec le temps, les générations futures oublient qu'il s'agissait d'un cœur. Elles n'y voient plus qu'une base. Une base. Quel mot confortable. Il rassure les guides, il rassure les administrations, il rassure même l'imagination moderne. Une base, c'est technique, c'est servile. Cela soutient, donc cela n'a pas d'histoire propre. Mais dans les grands sites anciens, la base est parfois tout sauf servile. Elle est le dernier endroit où survit l'ordre précédent. Et c'est pour cela que Baalbek continue de déranger, même quand on pense l'avoir réduite à une victoire de l'ingénierie romaine. Parce que l'ingénierie, ici, n'efface pas la question. Elle la rend plus aiguë. Plus les Romains ont été capables de faire grand, plus il faut se demander pourquoi ils ont choisi de faire si grand précisément là. Plus l'habillage monumental impressionne, plus le noyau sous-jacent réclame son droit au soupçon. Ajoutez à cela une autre évidence. Les très grands sanctuaires ne servent pas seulement à honorer les dieux, ils servent à organiser les regards. Qui voit quoi? Par où entre-t-on? Où s'arrête le commun? Où commence le réservé? Où le profane doit-il lever les yeux? Où l'initié, lui, descend-il? Un lieu comme Baalbek n'est pas seulement un décor de pèlerinage. C'est une machine à distribuer l'accès. Et dès qu'un site distribue l'accès, il fabrique de l'invisible. L'invisible n'est donc pas un accident secondaire de Baalbek. L'invisible est peut-être l'une de ses fonctions. Je vais même aller plus loin. Peut-être que ce qui a été caché pendant des millénaires n'est pas seulement un ensemble de structures, mais un mode d'expérience du lieu, une manière de le traverser qui n'appartenait pas à la foule, mais à quelques-uns, des prêtres, des officiants, des interprètes du signe, des hommes chargés non de montrer le sanctuaire, mais d'en administrer la profondeur. Si cette profondeur avait un rapport avec l'oracle, avec une relique cultuelle, avec une source, avec un espace interdit, ou simplement avec l'ancien cœur pré-romain du lieu, alors le plus grand secret de Baalbek n'est pas ce qui y a été trouvé. C'est qui avait le droit d'y descendre. Et là, d'un coup, toutes les couches se mettent à vibrer ensemble. Le sanctuaire local, très ancien, la monumentalisation impériale, les galeries possibles, les projets inachevés, la carrière comme archive d'une limite, la basilique chrétienne dans la grande cour, la forteresse appuyée sur la masse païenne, la ville elle-même enfermée dans des murailles ultérieures. Ce n'est plus une simple succession, c'est une compression. Chaque époque a laissé son poids sur la précédente. Chaque victoire a eu besoin du sol de la défaite antérieure. Chaque religion a parlé plus haut pour empêcher d'écouter plus bas. Alors oui, ce que l'on trouve sous Baalbek est peut-être moins spectaculaire que ce que promettent les fictions. Pas de machines extraterrestres brillantes, pas de salle des géants intacte avec torches éternelles et poussière sacrée parfaitement mise en scène. Ce qu'on y trouve, ou ce qu'on pressent, est plus sérieux. Des vestiges de décisions anciennes que plusieurs mondes ont tenté de posséder sans jamais les expliquer totalement. Et il reste une possibilité encore plus inquiétante. Et si le niveau le plus profond n'avait jamais été destiné à être vu? Et si la chose essentielle, à Baalbek, n'était pas ce qu'on expose, mais ce qu'on isole? Et si la monumentalité visible, depuis le début, avait justement pour fonction de protéger un noyau que l'on jugeait trop ancien, trop sacré ou trop politiquement utile pour être livré au regard ordinaire? Parce qu'au fond, un sanctuaire n'est pas seulement un lieu où l'on vient voir. C'est souvent un lieu où l'on vous montre exactement ce qu'il faut
pour que vous ne cherchiez pas plus bas. Et plus on regarde Baalbek avec cette idée en tête, plus le monument cesse d'être seulement spectaculaire pour devenir presque nerveux. Il n'est plus là pour être admiré. Il est là pour tenir quelque chose. Pas forcément un secret de roman, pas forcément une chambre intacte où dormiraient des réponses absolues. Quelque chose de bien plus dérangeant, justement parce que c'est plausible. Un passé antérieur au grand récit visible, un noyau assez ancien pour avoir été repris, assez puissant pour ne pas avoir été détruit, assez encombrant pour avoir été recouvert. Le piège, avec Baalbek, c'est que tout le monde veut un monstre simple. Les uns veulent des géants, les autres veulent des ingénieurs romains si brillants que toute question supplémentaire devient une impolitesse. Mais les grands sites ne fonctionnent jamais ainsi. Ils sont plus compliqués, plus humains, donc plus troublants. Le sanctuaire de Jupiter a bien été l'un des plus vastes du monde romain, élevé sur d'énormes substructures qui dominaient la plaine. Mais les recherches modernes rappellent aussi que la ville et le site sont beaucoup plus anciens, que leur transformation couvre des millénaires, et que certaines questions essentielles sur la chronologie et l'articulation des podiums restent encore discutées. Alors on en revient à cette idée presque insupportable. Ce qui est caché sous Baalbek n'est peut-être pas un objet, mais une filiation. La preuve qu'avant la façade impériale, avant les cours monumentales, avant les colonnes dressées comme des lances pétrifiées, il y avait déjà là un centre, un lieu choisi, un point que plusieurs civilisations ont estimé trop important pour l'abandonner, mais trop chargé pour le laisser parler dans sa langue d'origine. C'est là que le mot « caché » prend tout son poids, parce qu'on imagine toujours qu'un secret est caché comme on cache un coffre. En réalité, les plus vieux secrets sont cachés autrement. Ils sont noyés dans l'évidence. Ils sont recouverts par quelque chose de si grand, de si prestigieux, de si écrasant, que plus personne ne pense à demander ce qu'il a fallu engloutir pour le poser là. Baalbek ressemble à cela, une évidence monumentale construite sur une question plus ancienne qu'elle. Regardez le geste architectural lui-même. On ne se contente pas d'élever un temple, on élève le sol, on fabrique une hauteur artificielle, on transforme le terrain en scène, on suspend le sacré au-dessus du monde ordinaire. C'est une décision de bâtisseur, oui, mais c'est aussi une décision de prêtre et de souverain. Car créer une plateforme, c'est choisir qui monte, qui attend, qui voit, qui ne voit pas. C'est organiser le visible comme on organise une vérité officielle. Et tout à coup, le dessous devient plus important que la façade. Parce que le dessous, lui, n'est pas fait pour la foule. Il n'est pas fait pour les processions solennelles, ni pour les fêtes à distance. Le dessous appartient aux porteurs de feu, aux gardiens, aux ouvriers, aux officiants, aux hommes chargés d'approcher ce que le public ne devait jamais toucher directement. Même si une partie de ces volumes n'avait qu'une fonction structurelle, même si une autre n'était que remplissage et stabilisation, le principe reste le même. Ce qui se trouve en bas appartient à un cercle plus étroit que ce qui se montre en haut. C'est souvent ainsi que naît la puissance d'un sanctuaire. On montre assez pour créer la fascination. On retire assez pour fabriquer la dépendance. On permet au fidèle de croire qu'il a approché le centre, alors qu'il n'a vu que sa couronne extérieure. Et Baalbek, plus que beaucoup d'autres lieux, semble avoir perfectionné cet art. Il faut d'ailleurs se méfier d'une idée trop moderne, celle selon laquelle un monument révèle toujours la totalité de sa fonction par son apparence. Les anciens ne pensaient pas comme nous. Pour eux, l'essentiel d'un lieu sacré pouvait être invisible, une source couverte, une pierre primordiale, une cavité, une base ancienne, un axe rituel dont le sens se transmet sans être montré.
Le visible n'était parfois qu'un vêtement. Somptueux, certes, mais un vêtement quand même. Alors, qu'a-t-on peut-être dissimulé sous le vêtement de Baalbek? Peut-être le souvenir d'un sanctuaire local devenu trop important pour être effacé. Peut-être une architecture antérieure, absorbée dans le nouveau projet. Peut-être des espaces cultuels ou périphériques dont le sens s'est perdu quand le site a changé de langue religieuse. Peut-être simplement un enchaînement de décisions tellement anciens et tellement remaniés qu'aucune époque ultérieure n'a plus pu en raconter l'origine sans mentir un peu. Et c'est cela qui fait peur. Non pas l'inconnu total, mais le demi-connu. La chose assez proche pour être devinée, trop ensevelie pour être restituée sans fracture. Baalbek a ensuite vécu plusieurs vies, et aucune n'a rendu les choses plus simples. Les cultes païens ne se sont pas évanouis comme une lampe qu'on souffle. Le site a été réutilisé, reconsacré, remodelé. Le DAI rappelle qu'entre le 4e et le 7e siècle de notre ère, plusieurs églises chrétiennes furent construites à Baalbek. Puis, après l'intégration de la ville au monde islamique en 635, le sanctuaire romain conservé fut transformé, entre le 12e et le 14e siècle, en grande forteresse servant notamment de bastion contre les États croisés. Vous voyez le motif? Personne ne quitte vraiment Baalbek. On la reprend. On s'y accroche. On transforme son langage, mais on garde sa force. C'est presque l'aveu parfait. Un lieu que tant de pouvoirs successifs refusent d'abandonner n'est pas seulement un beau décor antique. C'est un nœud, un verrou territorial, symbolique, religieux. Et quand un lieu est un verrou, ce qui gît sous lui compte souvent autant que ce qui s'élève au-dessus. Les séismes, eux aussi, ont joué leur rôle. Ils ont brisé, déplacé, fait tomber, fissuré, obligé à réparer, à combler, à renforcer. Or, un séisme ne détruit pas seulement les pierres, il détruit la lisibilité, il mélange les phases, il brouille les intentions, il oblige les générations suivantes à travailler dans l'héritage d'un désordre. Et ce désordre, plusieurs siècles plus tard, ressemble très facilement à un mystère volontaire. Mais même là, il faut rester honnête. Tout ce qui est obscur n'a pas été sciemment caché. Une partie du secret vient du temps lui-même, du fait qu'un site utilisé pendant si longtemps accumule des couches au point de produire sa propre amnésie. Il ne faut pas toujours un complot pour perdre l'origine d'un lieu. Il suffit parfois de trop l'aimer, trop le réemployer, trop le réparer. Pourtant, dans le cas de Baalbek, cette amnésie naturelle ne suffit pas à dissiper le malaise. Parce que les bâtisseurs successifs n'ont pas seulement vécu sur place. Ils ont fait parler le lieu à leur avantage. Les Romains l'ont inscrit dans leur grandeur impériale. Les chrétiens l'ont réorienté dans leur lecture de l'espace sacré. Les pouvoirs islamiques et médiévaux l'ont intégré à leur stratégie défensive. Puis l'époque moderne l'a transformé en patrimoine, en image, en symbole d'une antiquité sublime et fragmentaire. À chaque fois, la surface parle. À chaque fois, le dessous se tait un peu plus. Et peut-être est-ce cela, au fond, la chose cachée depuis des millénaires. Non pas un seul espace, mais le droit d'interpréter le lieu depuis sa profondeur. Le droit de dire ce que Baalbek était avant qu'elle ne devienne utile à des empires, à des églises, à des forteresses, à des récits nationaux, à des brochures de voyage, à des fantasmes d'Internet. Qui possédait ce droit au départ? Qui l'a perdu? Qui l'a confisqué? Ce sont des questions plus explosives qu'une salle secrète. Parce qu'une salle secrète, on peut la visiter. Une mémoire confisquée, elle, oblige à réécrire l'histoire. Et voilà peut-être pourquoi Baalbek déclenche tant d'excès. Les esprits impatients veulent des extraterrestres, parce que cela leur évite de regarder un fait plus dérangeant. Les humains sont parfaitement capables de bâtir par-dessus des héritages qu'ils ne veulent ni détruire,
ni reconnaître pleinement. Ils sont capables de monumentaliser un ancien centre jusqu'à le rendre méconnaissable, puis de présenter le résultat comme une naissance nouvelle. C'est plus banal que la science-fiction, et c'est précisément pour cela que c'est plus inquiétant. On pourrait presque résumer Baalbek ainsi: un lieu où chaque civilisation a laissé une preuve de sa puissance, mais où aucune n'a réussi à effacer complètement la puissance précédente. Les blocs géants racontent l'ambition, les podiums racontent la capture, les réemplois racontent la lutte, les murailles racontent la peur, les ruines racontent la fatigue, et le silence du dessous raconte ce que personne n'a jamais pu posséder entièrement. Même la carrière participe à cette confession. Là-bas repose encore la mémoire brute du chantier, comme si la montagne elle-même avait conservé le brouillon du monument. Les monolithes abandonnés, dont certains atteignent des tailles extraordinaires, montrent que le gigantisme de Baalbek n'est pas une invention romantique moderne, mais une réalité antique mesurable. Ils montrent aussi autre chose, peut-être encore plus précieux, l'existence d'une limite. Même les bâtisseurs de Baalbek se sont heurtés à un seuil. Et si eux ont rencontré un seuil, pourquoi pas nous? Peut-être parce que nous arrivons au monument trop tard. Trop tard pour voir ce que les premiers officiants y voyaient. Trop tard pour entendre ce que les galeries, si elles ont porté des rites ou des consultations, pouvaient produire comme effet sur ceux qui y entraient avec une croyance vivante. Trop tard pour distinguer avec certitude ce qui relevait de la structure, du rituel, de l'héritage et de la récupération. Mais pas trop tard pour comprendre la leçon. La leçon de Baalbek n'est pas seulement archéologique, elle est presque morale. Elle nous rappelle que les civilisations aiment se présenter comme des commencements, alors qu'elles sont souvent des reprises. Elles se dressent comme des colonnes, droites, triomphales, claires. Mais sous leurs pieds s'entassent des strates d'emprunt, d'absorption, de recouvrement, de silence. Plus la façade est majestueuse, plus il faut se méfier de ce qu'elle a englouti pour exister. C'est peut-être cela, finalement, qu'on trouve sous Baalbek. Pas une réponse unique, pas un monstre endormi, pas une machine perdue. On y trouve la trace d'une idée très ancienne et très humaine. Pour durer, le pouvoir ne détruit pas toujours ce qui le précède. Il le recouvre, il s'y appuie, il le rebaptise, puis il espère que le poids de ses propres pierres suffira à faire oublier l'origine. Mais l'origine ne meurt pas si facilement. Elle remonte dans les fissures, elle revient dans les légendes. Elle se glisse dans les questions que même les dossiers les plus sérieux ne referment pas complètement. Elle attend qu'un regard, un jour, comprenne que les fondations ne servent pas seulement à soutenir, elles servent aussi à enterrer. Et c'est là que Baalbek devient plus qu'un site. Elle devient un miroir tendu à toutes les époques qui ont cru posséder le centre du monde. Un miroir tendu à notre époque aussi, qui aime croire que tout mystère non résolu cache forcément une extravagance, alors qu'il cache parfois simplement une histoire plus ancienne que notre orgueil. Un miroir, enfin, tendu à chacun de nous. Parce que nous faisons souvent la même chose à petite échelle. Nous vivons au-dessus de couches anciennes, de souvenirs, de peurs, d'héritage, et nous appelons cela notre identité, comme si tout avait commencé avec notre façade la plus récente. Baalbek nous dit le contraire. Elle dit « Regarde mieux. Ce que tu vois n'est pas le début. Ce que tu admires n'est peut-être que le couvercle. Et ce que l'on a voulu garder hors de vue est souvent plus essentiel que ce qu'on a exhibé au soleil. Alors, la prochaine fois que vous verrez les colonnes de Baalbek découpées sur le ciel, ne vous demandez pas seulement comment elles ont été dressées. Demandez-vous ce qu'il a fallu faire taire
pour qu'elle devienne la réponse officielle. Demandez-vous quel passé repose encore sous cette masse de pierre. Demandez-vous surtout pourquoi, après tant de siècles, le lieu continue de donner l'impression qu'on ne l'a pas encore entendu jusqu'au bout. Peut-être que le véritable secret de Baalbek n'est pas enfoui dans une chambre. Peut-être qu'il est enfoui dans notre façon de regarder. Nous contemplons la hauteur. Le monument, lui, nous force à penser en profondeur. Et c'est pour cela qu'il ne nous lâche pas. Merci d'avoir traversé ce vertige avec moi jusqu'au bout. Si cette histoire vous a troublé, dites-moi en commentaire ce que vous pensez réellement caché sous Baalbek. Un sanctuaire plus ancien, une mémoire volontairement enfouie, ou simplement la preuve que les civilisations mentent toujours un peu sur leurs origines. Prenez soin de vous, gardez les yeux ouverts, et on se retrouve très bientôt pour une autre plongée dans ces lieux où la pierre semble se souvenir de tout.